à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de V plus M égale Préco. Aujourd'hui, j'ai enfin du matériel à vous montrer puisque j'ai reçu les écrans. Alors, en fait, les écrans, alors ça pèse une tonne, donc je vais essayer de le prendre à une main. Oh là là, quelle force! Et voilà, vous voyez, donc ça c'est 200 écrans en fait qui sont les uns sur les autres. Donc vous voyez que c'est 4 volets A5. J'en ai fait 1000 finalement parce que comme mon imprimeur doit de toute façon fabriquer des tampons pour pouvoir imprimer un écran, c'est la fabrication du tampon qui coûte cher. Le premier écran coûte très cher, mais ensuite les autres écrans ne coûtent presque rien. Donc j'ai préféré en faire 1000, comme ça si jamais Vademecum est un carton céleste cosmique, j'aurai les écrans d'avance. Donc l'écran est indispensable pour Vademecum. Autant pour Sens, il était tout à fait dispensable, et finalement c'était plus le livre derrière l'écran de Sens, le monde logique, qui valait le coup. Autant là, l'écran de Vademecum est vraiment indispensable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est fourni avec le jeu. Parce que d'abord, le meneur de jeu a certains secrets, certaines révélations qu'il doit cacher aux joueurs, certains plans aussi qu'il doit réaliser sur l'échiquier en face de lui, qui doivent être cachés aux joueurs. Donc c'est important d'avoir quelque chose pour cacher. Alors en général, pour cacher des choses, on aime bien avoir du A4, parce que ça cache mieux. Mais là, on n'avait pas le choix, on devait prendre du A5 pour une simple et bonne raison, c'est que le seigneur, donc le meneur, doit pouvoir passer le bras au-dessus de son écran pour pouvoir aller manipuler le jeu d'échecs. Donc du coup, A5, c'était quand même beaucoup mieux. Et puis vous voyez derrière aussi, il y a tout un tas d'informations que je ne vous montre pas trop parce que j'ai peur qu'on puisse les lire, comme ce qui se passe quand il y a une montée de niveau, l'effet de certains produits, genre des médicaments, des trucs comme ça pour guérir des blessures. Je vous rappelle que Vademecum s'inspire des vieux RPG, donc il y a toute une dimension. Voilà, vous avez des vitamines plus, des infectants plus, des conneries comme ça, façon de Final Fantasy et les RPG comme ça. Vous avez aussi ce que font les armes, les protections, le temps qui passe et comment distribuer l'expérience. En fait, c'est un écran qui est très très proche de ce qu'étaient les vieux écrans de l'œil noir à l'époque. C'est ce qu'on trouve dans les magasins, ce qu'on peut trouver en fouillant les ennemis, les armes, les protections et compagnie. Tout ça est très important parce que c'est des détails qui sont très techniques et donc il faut que le seigneur puisse y avoir accès très rapidement sans avoir à fouiller pendant 3 plombes dans son livre. Alors j'ai vu des gens qui disaient que le fait qu'il y ait un jeu d'échecs, des dominos et tout ça, ça faisait beaucoup de matériel sur la table. C'est parfaitement vrai. Vous allez voir que vous avez besoin d'une grande table pour jouer à Vademecum. Tout ce matériel qui est derrière l'écran, vous avez aussi besoin de l'échiquier, vous avez besoin des fiches de révélation qui sont posées sur la table, des fiches de personnages qui doivent être accessibles pour tous les joueurs. Et quand il y a 4 joueurs autour de la table, plus le seigneur, ça fait donc 5 participants en tout, ça commence à faire vraiment énormément de place prise autour de la table. Et c'est effectivement un défaut du jeu. Vous savez, ça fait un peu penser à tous ces grands jeux de plateau, genre Warhammer, où il faut un espace monstrueux pour jouer. Et bien, Vademecum est un petit peu de cet ordre-là. Alors bien sûr, on peut réduire l'espace. Si déjà on prend un échiquier plus petit, tout simplement, on réduit drastiquement l'espace. Alors justement, parlant d'échiquier, j'ai vu aussi que les gens se plaignaient que, en plus du jeu qui vaut 57 €, il y a aussi un échiquier à acheter. Mais c'est Pierre-Olivier Servézy qui m'a rappelé cela. Il m'a rappelé sur Facebook, et c'est vrai que je l'avais complètement oublié, qu'il existe en fait des échiquiers imprimables que vous pouvez télécharger en PDF. Et ça fonctionne très bien aussi pour Vademecum, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, il vaut mieux jouer avec un vrai échiquier pour la prise en main des pièces, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais un échiquier en PDF à imprimer, ça fonctionne très bien aussi et ça fonctionnera très bien pour Vademecum. Vous êtes aussi nombreux à me contacter pour faire des projets avec vous, que ce soit pour enregistrer des émissions, des podcasts. Évidemment, étant donné que là, il y a une grosse actu pour moi, la sortie d'un jeu et tout, ça vous rappelle que, ah oui, c'est vrai, il y avait Romaric qui m'avait proposé un podcast. Ah oui, c'est vrai, il y a la cellule qui existe et je pourrais y faire la promotion de mon jeu. Je suis tout à fait disponible en temps normal pour répondre à ce type de sollicitations. Pour les gens qui me contactent, vous savez que j'essaye de répondre à tout le monde, de répondre à tous les mails, mais là, vous êtes vraiment très, très, très nombreux à me contacter, sachant que moi, j'ai aussi énormément de travail en ce moment. Faire vivre cette précommande, pour surveiller l'impression, pour accueillir les retours des derniers playtests qui m'arrivent et bien sûr les implémenter dans la base du jeu. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Comme vous demandez tous en même temps à communiquer avec moi, j'avoue que je n'ai pas toujours le temps de répondre. J'essaie de prioriser en fait mes messages. Donc n'hésitez pas à me ressolliciter. Si vous voyez que j'ai pas répondu à un message, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message. Et si ça peut attendre même la fin de la précommande de Vademecum, eh bien n'hésitez pas à renvoyer ce message plutôt autour du mois
mois d'avril ou du mois de mars, à un moment donné où je serai peut-être un peu moins sous le feu de l'action. Donc voilà, je m'excuse évidemment auprès de tous les gens qui me sollicitent et à qui je ne peux pas répondre. C'est vrai que c'est aussi le rôle d'un indépendant que de faire le service qu'on appelle le service après-vente, c'est-à-dire de gérer tous les contacts avec ses lecteurs. Mais parfois, comme c'est le cas en ce moment, dans les périodes de rush, c'est très difficile à suivre. Donc n'hésitez pas à me renvoyer vos messages. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont envie de savoir comment les échecs interagissent dans Vademecum et comment le Maelstrom se met en place dans Vademecum. Alors, les deux sont liés. C'est ce dont je vais vous parler pour la fin de cette vidéo. Alors tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est le Maelstrom. Le Maelstrom, c'est une vision du jeu de rôle qui dit qu'en réalité, ce qui compte dans le jeu de rôle, ou ce qui fait le cœur de l'activité de faire du jeu de rôle, c'est de se poser des questions tous ensemble. Et notamment de réfléchir à des situations possibles. Cette réflexion autour des situations possibles va amener les joueurs à faire des propositions pour enrichir ce que, dans le Maelstrom, j'appelle le contenu fictionnel d'une partie de jeu de rôle. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui serait cool de dire et de faire en ce moment ? Ah ouais, ça, ce serait cool. Je fais une proposition, et si les autres trouvent que ma proposition est cool, elle va être validée et donc va intégrer le contenu fictionnel de la partie. Ça, c'est la théorie du Maelstrom. Pourquoi Vademecum est une illustration du Maelstrom ? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. À mon avis, il y a deux éléments de Vademecum que je vais vous expliquer ici qui mettent particulièrement en avant les notions défendues dans le Maelstrom. La première, c'est qu'il s'agit d'une enquête. Au cours d'une partie de Vademecum, les personnages de Vademecum enquêtent sur les agissements de mystérieux terroristes dont les dessins sont énigmatiques. Donc ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Dans le jeu, dans Vademecum, il y a deux types de fiches, des fiches de problématiques et des fiches de révélation dont dispose le meneur de jeu. Le meneur de jeu, le seigneur, est le seul à connaître toutes les révélations et toutes les problématiques. Ces révélations et ces problématiques seront, quoi qu'il arrive, données aux joueurs à un moment donné dans l'histoire. Mais, et c'est cela qui est important, si les joueurs, à travers leurs personnages, font des hypothèses et anticipent les révélations et les problématiques qui vont arriver dans la suite du jeu, eh bien le seigneur leur donne immédiatement la problématique ou la révélation, et à ce moment-là, l'équipe des joueurs autour de la table gagne 6 points d'expérience. Autrement dit, tous les personnages gagnent 6 points d'expérience. Donc les joueurs sont dans une position d'essayer de deviner quelle va être la prochaine révélation, quelle va être la prochaine problématique. Donc ils sont obligés de se poser des questions sur ce qui va advenir. Et ça rentre pile poil dans la définition de ce qui est attendu, selon le Maelstrom, par une partie de jeu de rôle. Les gens sont en train de réfléchir à des situations possibles et ils sont récompensés du fait de se poser des questions. Alors, ce mécanisme de révélation et de problématiques qui, s'ils sont anticipés, font gagner des points d'expérience, ce n'est pas une mécanique qui est de moi. Les deux inventeurs de cette mécanique, ce sont Adrien et Fabien. Et en plus, ils l'ont inventé en même temps. Adrien, à travers un jeu qui n'est pas encore sorti et qui reste encore aujourd'hui en playtest, qui est les 22 Triomphes. C'est un jeu à secret, les 22 Triomphes. Et si les joueurs anticipent un des secrets, ils gagnent des bonus. Alors, je ne sais pas si c'est des points d'expérience, je crois que c'est des pouvoirs directement dans les 22 Triomphes. Et Fabien, vous l'avez probablement vu à l'œuvre, cette mécanique, si vous avez déjà joué à Sphinx. Dans Sphinx, si les joueurs anticipent des éléments qui appartiennent aux ruines visitées par les personnages, eh bien, les personnages sont récompensés. Donc, ces mécaniques-là, à la fois celle d'Adrien et celle de Fabien, ces deux mécaniques encouragent grandement le Maelstrom. Eh bien, j'ai récupéré cette mécanique pour l'implémenter dans le cadre de Vademecum. Le deuxième élément qui fait que le Maelstrom est au cœur de Vademecum, ou qu'en tout cas Vademecum est un jeu expérimental du Maelstrom, est une expérience de ce qui est défendu dans le Maelstrom, c'est l'échiquier. Réfléchir sur des situations possibles, ce n'est pas forcément réfléchir sur des situations imaginaires. Cela peut aussi être réfléchir sur des situations tactiques, des situations sur un plateau de jeu. Réfléchir collectivement à des situations possibles, ça peut être réfléchir collectivement à des positions possibles, à des situations au sens de problèmes. C'est pourquoi dans Vademecum, j'ai choisi de faire en sorte que le combat soit tactique, que ce soit du tactical RPG. Au vrai sens du terme. La grille du jeu d'échecs va servir à positionner, comme dans Donjons et Dragons 4e édition, auquel on a joué et testé avec le Gruff dans une précédente saison de la cellule, va permettre en fait de déplacer ces pièces d'une façon très rigoureuse. Et donc va permettre de se poser des vraies questions du type, mais qu'est-ce qui se passerait si j'allais sur cette case-là ? De quoi serais-je capable si j'utilisais un sort sur la case située à côté de tel ou tel personnage et compagnie et compagnie ? Ces situations sont très concrètes, très mécaniques, mais c'est aussi du Maelstrom, c'est aussi de la réflexion sur des situations possibles. Ce qui répond à une question qui m'est souvent posée, mais à quoi sert l'échiquier dans Vademecum ?
Eh bien, l'échiquier dans Vademecum, de la même manière que le quadrillage dans Donjons et Dragons ou dans l'œil noir, il sert à visualiser des scènes d'action, de combat ou d'exploration. Tout se passe un petit peu comme dans un RPG. Quand un combat arrive, vous voyez, l'écran se brouille et là, tac, on passe sur le jeu d'échecs. Donc, si vous avez suivi le trailer, vous aurez remarqué que les 4 personnages du jeu portent les 4 noms des pièces des échecs. King, le roi blanc, Queen, la dame blanche, Knight, le cavalier blanc, et Bishop, le fou blanc. Donc, concrètement, lorsque le combat survient, les joueurs animent les pièces d'échecs qui représentent leurs personnages. À ce moment-là, les joueurs commencent à jouer les personnages incarnés par les pièces d'échecs sur le damier. Et le combat se déroule comme un combat tactique. On lance les dés. Vraiment, si vous avez joué à DD4, ça ressemble vraiment à ce genre de jeu. Plus exactement, si vous avez joué à l'œil noir, eh bien, ça ressemble vraiment à ce genre de jeu. Sauf que au lieu que la partie ne se déroule sur un damier fait à l'avance avec des petites figurines ou des choses comme ça, comme dans Donjons et Dragons, dans l'œil noir, eh bien là, on joue sur un jeu d'échecs. Et on verra que dans l'histoire du jeu, évidemment, le fait que ce soit sur un jeu d'échecs a de l'importance. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, tout est en noir et en blanc. On s'inspire ici de Frank Miller, etc. Le fait qu'il s'agisse d'un jeu d'échecs a évidemment de l'importance dans l'histoire du jeu et dans la symbolique que le jeu va prendre au fur et à mesure de l'évolution des parties. Donc voilà, vous voyez que s'interroger sur des situations possibles, c'est à la fois s'interroger sur ce qu'il peut advenir de la fiction, ce que le seigneur, le MJ, a prévu dans son scénario et anticiper du coup ce qu'il y a dans le scénario et récompenser. Ça, c'est une première manière de se poser des questions. On peut aussi se poser des questions tout à fait tactiques, mais se poser des questions, c'est aussi se poser la question de comment mon personnage réagirait dans telle situation. C'est aussi la question de comment est-ce que je peux apparaître le plus classe possible dans cette scène, etc. Et tout cela, bien sûr, est également implémenté dans le système de Vademecum. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous présenter la totalité du système de Vademecum, mais j'ai vraiment essayé de faire en sorte que toutes les questions qui, moi, m'intéressaient au cours d'une partie de jeu de rôle soient implémentées dans le jeu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Vous montrer enfin le premier matériel donc, qui est arrivé à l'écran. Vous parler un petit peu aussi du système de jeu et pourquoi il encourage le Maelstrom. Et je suis bien content d'avoir fait tout ça encore une fois avec vous. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'espère qu'on aura les cartes et que je pourrai vous les montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. La partager, c'est aussi important pour que les précommandes de Vademecum continuent. Je dois dire et avouer que là, cette semaine, il y a eu une petite stagnation. Il y a eu moins de précommandes. Il n'y a eu que 10 précommandes effectuées cette semaine, ce qui porte le nombre de précommandes totales à 60 seulement. J'avoue que c'est pas suffisant, même s'il y a des gens qui achètent des bouquins à côté, et ça c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi si vous avez envie que cette précommande fonctionne, tout simplement. Même si de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'inquiétaient à ce sujet, quoi qu'il arrive, il y aura le nombre de jeux précommandés imprimés, ça c'est sûr et certain. Donc vous pouvez précommander les yeux fermés, de toute façon vous recevrez le matériel. Il n'y aura pas d'histoire de « Ah ben non, finalement on n'a pas atteint notre objectif, donc les gens qui ont précommandé n'ont rien ». Non, ça n'arrivera pas, vous pouvez en être sûr et certain. Voilà, bonne semaine à tous, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Salut!